Nous continuons notre soirée électorale en direct sur Radio Nantes et Fidélité. Anthony, des derniers chiffres du côté de l'Union européenne ou de la France? On va sur la France et en particulier sur notre région ouest avec les seuls chiffres que nous pouvons communiquer aujourd'hui. Enfin, c'est à 19h. Il s'agit du taux de participation à 17h. 38,9% de participation contre en 2009. Un taux de participation de 37% à 17h, qui était de 35% en 2009, et pour les peuples charmants, qui sera évidemment dans la grande région ouest, 22% à 17h, c'est beaucoup mieux également, 36% à 17h, donc 22% en 2009, beaucoup mieux encore pour le peuple charmant. Donc un taux de participation en hausse sur l'ensemble de la région ouest, et puis au plan national, pour l'instant, le dernier chiffre que je vous annonce, c'est 44% de participation au plan national en France. Vous avez retenu la résultat officielle à partir de 23h. Vous l'avez entendu, nous allons parler de l'enseignement supérieur et de la recherche ce soir, dans cette soirée électorale. Bonsoir. Vous êtes responsable administratif du laboratoire de recherche droit et changement social à l'Université de Nantes. Et vous avez un doctorat sur l'Europe et le processus de Bologne dans l'enseignement supérieur. Donc ça tombe bien par rapport à notre thématique. Alors, Bologne est né en 1999, il y a 15 ans. C'est bon, il nous a fait son Bologne a été mis en place. D'accord. On a l'impression que finalement, ça a plutôt permis d'harmoniser le système européen de l'enseignement supérieur. Effectivement, et pour deux raisons principales. La première, c'est le processus de Bologne, pédagogique, est une démarche en fait volontaire des pays participants et aucunement contraignante. C'est plus une démarche, on va dire, de vœux politique, mais aucun soubassement ni juridique ni budgétaire. Donc, dans cette mesure-là, effectivement, des conséquences positives en termes d'une construction concrète d'un espace européen de l'enseignement supérieur n'a pas été effective. Il faut faire la différence en fait entre la notion qui désigne la recherche scientifique, la recherche européenne, et l'espace européen de la recherche. C'est pas la même chose. Alors justement, il y a une subtile différence entre d'une part enseignement supérieur et d'autre part recherche. Oui. Enseignement supérieur, vous avez sur le processus de Bologne, qui est un processus basé sur le volontariat étatique. Toujours concernant cet enseignement supérieur, vous avez de l'autre côté les actions de l'Union européenne, via notamment le programme plus connu Erasmus, qui s'est transformé également en Erasmus+. Et de l'autre côté, vous avez la recherche, et concernant la recherche, l'Union européenne partage avec les États membres des compétences. Donc, dans cette mesure-là, elle peut impulser des programmes européens liés à la recherche. Et notamment, nous allons vers un espace européen de la recherche, lui aussi est à finaliser, mais néanmoins est en bonne marche, tant à point de vue budgétaire. On reviendra d'ailleurs sur la recherche avec Nous donner justement un exemple de coopération européenne sur ce thème de l'enseignement supérieur. Thème de coopération. Alors, ils sont en fait multiples. Alors, celui qu'on connaît le plus est lié à la mobilité des étudiants, mais au-delà de cet affichage, on va dire politique ou médiatique, se situe une autre démarche nettement plus importante qui est la convergence en fait des systèmes universitaires européens. Pour ce faire, a été mis en place non seulement dans le cadre Europe 2020, mais aussi dans le cadre de Éducation-Formation 2020, des programmes, on va dire, de convergence se basant sur une technique de coopération basée sur le benchmarking, qui est justement d'essayer, en rapprochant des items, des indicateurs liés non seulement, certes, à la réussite des étudiants dans l'enseignement supérieur, mais aussi à l'inclusion de ces étudiants dans le marché du travail, et par ailleurs de la gouvernance de ces universités. Ces items donc doivent être complétés et comparés par chaque État membre, et chaque réussite
réussite permet justement aux autres de s'aligner pour faire le meilleur. Mais vous le disiez, finalement, l'éducation, elle dépend des États. Bologne n'a pas eu l'air de vraiment fonctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire des études en Espagne, en Italie et peut-être à Nantes, on a un diplôme équivalent? Alors à la fois oui et non, parce que comme c'est basé justement sur le volontariat, que par ailleurs, comme vous le savez, les diplômes ressortent toujours de la compétence régalienne. Dès lors que vous êtes dans une logique étatique qui entend ouvrir à minima un système de reconnaissance de ces périodes effectuées à l'étranger, bien évidemment, l'acquisition de ces diplômes est plus difficile. Quand on évoque l'enseignement, on pense tout de suite aux jeunes et toutes les politiques, ou quasiment toutes les politiques, sont liées à la jeunesse. Pourquoi il n'y a pas d'intervention sur la formation professionnelle, par exemple, sur la formation continue, et on pourrait rapprocher comme ça les Européens les uns des autres? Mais tout à fait, c'est ce que fait non pas le processus de Bologne, mais c'est ce que fait l'Union européenne, et à travers notamment Erasmus+. Erasmus+ a vocation à faire émerger une politique cohérente sous un biais transgénérationnel, les politiques éducatives, c'est-à-dire initiales d'enseignement supérieur, ou tout au long de la vie, c'est-à-dire les formations professionnelles. Merci beaucoup Laurence Martin d'avoir été avec nous et je vous propose qu'on continue à parler d'éducation du côté de la Lituanie. Mindaugas Bridis est avec nous en ligne. Vous êtes ancien membre du Parlement lituanien de 96 à 2000 et vous avez été au ministère de la Science et de l'Éducation, au Centre de développement de l'éducation plus précisément. Vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce que disait notre invité par rapport au processus de Bologne et finalement à l'application du système européen. Vous avez l'impression que la Lituanie s'inscrit véritablement dans un système qui fonctionne à l'échelle communautaire? Oui, à mon avis, comme nous sommes jeunes Européens, pas partagés, on peut dire, dans la communauté, mais à mon avis, tout va bien et nos jeunes qui sont diplômés, il a beaucoup de possibilités bien s'intégrer dans l'espace européen scientifique et éducatif. Et pour ces moments, nous pensons que nous sommes dans la position très bonne. Est-ce que ça s'est ressenti du côté des urnes aujourd'hui en Lituanie? Est-ce que les jeunes et plus généralement les citoyens sont allés voter aujourd'hui pour ces élections européennes en Lituanie? Oui, chez nous, il y a 2 occasions pour voter. Aujourd'hui, nous avons le 2e tour des présidentielles et en même temps européen. Je peux dire que une occasion mauvaise parce que chez nous très chaud à ce moment. Nous devenons peut-être le pays, on peut dire Afrique et degrés jusqu'à 30 degrés. Aujourd'hui, nous avons mis maintenant au soir plein de monde auprès de l'urne qui sont revenus de l'extérieur parce que les villes, par exemple Vilnius, aujourd'hui étaient presque vides. Les gens ont profité de la plage et du soleil et se rendent tard finalement aux urnes, c'est ça que vous nous dites? Parce que nous manquons beaucoup de soleil et donc pays du Nord et les gens ont bien profité de cette occasion. Merci beaucoup Mindaugas Bridis. On reviendra d'ailleurs sur les pays baltes un petit peu plus tard dans cette soirée électorale spéciale jusqu'à 23h30. Petit point quand même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire Radio Nantes ou de suivre notre compte spécial consacré aux élections européennes. D'ailleurs, nous avons ici un écran pour le live tweet. On lira certains d'ailleurs de vos remarques, de vos chiffres sur l'écran dès que possible. Donc merci à Yvon Laforge et Hélène qui suivent vos tweets de près. Nous allons du côté de l'Autriche. Non, malheureusement, ce sera un petit peu plus tard. Je vous propose qu'on passe directement à notre invité numéro 2. Il s'agit de Karine Daniel qui est avec nous, qui est élue ici à Nantes, mais pas uniquement. Vous êtes aussi candidate sur une liste. On ne va pas trop en parler parce qu'on n'a pas le droit normalement d'en parler officiellement. On n'a pas le droit, alors on en parle. Donc on n'en parle pas. Donc on va parler recherche.
dans un instant, parce que vous allez être interviewé dans quelques instants seulement, parce qu'on va partir sur un autre pays européen. Ça s'appelle un teasing, ça, c'est pour vous garder avec nous. On repasse quand même à l'Autriche, Oui, c'est ça que vous êtes en voilà, train de c'est ça. me dire, Anthony. On passe donc à l'Autriche où nous avons en ligne Friedel Frischenschlager. Alors vous excuserez mon allemand, il était donc membre du Parti libéral, il a été un ancien ministre, il est président du mouvement fédéraliste européen. Good evening, Friedel Frischenschlager. I'm sorry for the pronunciation, really. I just said that you're the ex-president of the Federalist movement in Austria. Would you say that you still believe in a federalist European Union? Sorry, I couldn't catch you again. Do you hear me? Yes, I Yeah. hear you. Asking you, do you still believe in a future European Union which is federalist, and do your citizens believe in it? Of course, I think there is a great need to develop the current European Union to a more federal political entity. I think there's no doubt about, because all the big problems we can't solve if we are not in the situation to integrate our political competences on a European level, in particular powers and in particular items and policies. I think there is no alternative. On the other side, we have to be aware that the support of the citizens in Europe for the European Union and for increase of power for the European Union is very, very limited. This is a fact. But this is again exactly the challenge we are facing. And I think it is a big lack in the political communication of the European institutions, what they are deciding and how they are deciding. I think there is a big lack, and you can see that these elections have again proved that the European elections are misused for domestic politics. I think this is a prevailing experience we have to make again by these elections. Thank you very much, Friedel Frischenschlager, and I will just translate. Donc, en deux mots, pour cet ancien ministre, il faut absolument que l'Union européenne devienne fédéraliste. Il faut qu'on arrive aussi à faire face à ce nouveau défi et à agir face à un manque de démocratie et de légitimité parfois de cette Union européenne. Et puis donc, on peut revenir à Nantes avec notre invité. Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Retour à Cosmopolis, ici dans un instant avec Karine Daniel. Noć da Lessau. Izborna večer. Noć elektoral. Wahlabend. Karine Daniel, vous êtes adjointe au maire de Nantes, ici chargée de l'enseignement, de la recherche et de l'Europe. C'est pas par hasard d'ailleurs que ces trois délégations soient ensemble. Pour quelles raisons on trouve dans la même délégation la recherche, l'enseignement supérieur et l'Europe? Tout ça est très lié? Alors effectivement, c'est pas un hasard. L'enjeu, c'est bien de montrer que les territoires et notamment les métropoles sont vraiment des parties prenantes de la construction de l'Europe, de l'innovation, du savoir et de la croissance liée au développement du savoir, de la connaissance et de l'innovation. Pas aujourd'hui de recherche ou d'enseignement supérieur sans Europe? Effectivement, il y a une partie de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se développe sur la base de projets régionaux, sur la base de projets et d'appels d'offres nationaux, mais une partie croissante de la recherche se développe sur la base de projets européens. Et nous, en tant que collectivité, nous incitons les chercheurs à se mobiliser sur des projets européens parce que c'est là aussi qu'est la valeur ajoutée et que la coopération avec d'autres chercheurs en Europe se traduit par de la valeur ajoutée sur le territoire. Et au niveau de l'enseignement supérieur, ce qui est important pour nous, c'est la mobilité des chercheurs, la mobilité des étudiants. Il y a une vraie collaboration, coopération entre les différents pays européens sur cette question des chercheurs. On reçoit ici à Nantes des chercheurs étrangers et à l'inverse, nos chercheurs vont aussi à l'étranger? Bien sûr, on reçoit ici à Nantes de nombreux chercheurs étrangers. D'ailleurs, on a même une maison. Voilà, ouais. La maison des chercheurs et des étudiants internationaux qui reconnaît un succès croissant. D'ailleurs, la maison devient petite. On devra réfléchir à un nouveau projet pour cette maison.
Et la mobilité, c'est un enrichissement quand les chercheurs viennent. Ils développent des collaborations avec des chercheurs du territoire qui eux-mêmes vont être amenés ensuite à se déplacer, soit dans les pays ou dans les universités des chercheurs avec lesquels ils ont travaillé ici à Nantes, soit dans des réseaux plus larges. Et c'est comme ça que la mobilité se fait croissante. Alors quel est l'intérêt d'avoir ces chercheurs étrangers ici sur le territoire nantais? Ils peuvent rester pendant plusieurs mois et repartir chez eux sans qu'on ne soit pas du tout informé du travail qui est réalisé. Alors y a-t-il vraiment une connaissance mutuelle et ensuite une information sur ce qui a été fait ici? Alors, ça se fait déjà au niveau universitaire. Quand des chercheurs sont accueillis ici, ils font des séminaires auprès de leurs collègues universitaires, ils participent éventuellement à des sessions de formation, ils donnent des cours, ça bénéficie aux étudiants. Et ensuite, et ce qui est très important pour nous, c'est que cette visite de chercheurs, ces visites de chercheurs peuvent se traduire par des publications ou des copublications avec les chercheurs du territoire. Et ça fait progresser et ça fait augmenter le nombre de publications internationales pour notre territoire. Et ça contribue, vous en avez peut-être entendu parler, nos auditeurs en ont peut-être entendu parler, au classement des établissements régionaux dans le fameux classement de Shanghai et dans les différents classements par discipline. Est-ce que la toute petite ville de Nantes, à l'échelle du territoire européen, est vraiment le bon territoire? À partir du moment où on a un socle significatif d'enseignement supérieur, de toute façon, on doit se positionner au niveau européen. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'il y a actuellement des mouvements qui visent à faire des fédérations d'établissements, des communautés d'établissements, et les établissements de Nantes travaillent notamment avec les établissements d'Angers, du Mans, mais aussi... Est-ce qu'on travaille assez là, en commun? On est en train de construire concrètement un établissement commun entre les établissements de Bretagne et de Pays de la Loire. Pour peser au plan européen. Pour peser au plan européen, c'est le sens de la loi, qui a été proposée par Geneviève Fiorasso l'année dernière, qui vise à réduire le nombre d'établissements au niveau français, évidemment, pour augmenter leur taille et pour augmenter leur masse critique sur la scène européenne. On arrive à les faire travailler facilement ensemble, ces universités, parce que c'est vrai que dans les têtes, c'est encore très cadré, on reste chacun dans son université, on a du mal à collaborer. Est-ce qu'on commence à se dire, oui, effectivement, il faut collaborer si on veut réussir au plan européen? Je pense que ça change. Les étudiants qui ont fait des séjours Erasmus, qui sont habitués à la mobilité et qui sont demain les chercheurs qui produiront les articles, qui feront la recherche, ces chercheurs-là vont s'inscrire naturellement dans un processus de coopération européen et international. Un chercheur est d'ailleurs avec nous en ligne depuis l'Italie, Massimo Amato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, vous êtes économiste et vous avez travaillé spécifiquement sur les monnaies complémentaires. On pense évidemment à l'assaut Nantes ici du côté de Nantes. Comment vous avez justement fonctionné avec d'autres chercheurs européens comme on l'évoquait à l'instant avec Karine Daniel? Est-ce que c'était facile? Oui, c'était facile. Mes relations sont plutôt fortes, surtout avec la France, où en effet la recherche dans les domaines de l'innovation et de la réforme monétaire et donc aussi des monnaies complémentaires est assez vivace. Mais j'ai aussi, disons, un réseau international qui est même en dehors de l'Europe. Et là, je me permets une petite remarque libertaire, si vous me permettez. Montaigne parlait d'utiliser un terme très beau, à mes yeux, il parlait des colligances, la colligance entre les savants. Eh bien, cette colligance, ces rapports entre les chercheurs, les savants, comme on disait jadis, a fait l'unité de l'Europe bien avant l'économie et la politique, qui ont plutôt eu du mal à vivre. Ne peut pas dire que la coordination des travaux européens n'est pas besoin de soutien, ça c'est clair, mais il faut garder quand même un élément de spontanéité dans la recherche pour éviter la bureaucratisation de la recherche. Moi, je la connais, disons, de façon très appuyée à l'université de Bocconi à Milan, qui est une université, disons, dans les rankings, elle était plutôt bien placée, mais justement, il y a cette idée un peu, disons, ambiguë des productions de recherche, comme si la recherche était, disons, de l'acier ou d'autres choses. Il y a aussi un élément de spontanéité. Et si je peux me permettre, justement, je connais très bien que j'ai passé une année à un institut d'études avancées à Nantes,
qui est une très belle expérience nantaise et qui a devant soi un très bel avenir. Mais justement là, l'élément des spontanéités a été gardé, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé à la productivité. Et ça a fait du bien à tous ceux qui étaient là. Voilà. Massimo, quid du soutien financier ou matériel de l'Union européenne? Parce qu'on parlait des échanges qui sont entre chercheurs. Est-ce que l'Union européenne, elle vous soutient par un biais ou par un autre? Oui, dans le domaine des monnaies complémentaires, il y a un intérêt croissant de l'Union européenne. Et donc, il y a des fonds qui ont été mis à disposition dans les différents projets cadres pour la recherche et l'expérimentation sur les monnaies complémentaires. Donc, il y a des projets dont les plus importants qui est un cours, s'appelle DigiPay for Cash, et c'est un projet qui met ensemble des expériences et des chercheurs italiens, anglais, espagnols, pour la mise en parallèle des différentes formes de monnaies complémentaires. Au vu aussi de la mise en place des systèmes de paiement efficaces et solides dans les domaines des monnaies complémentaires. Évidemment, là aussi, il y a un risque, c'est que pas tous les projets soient également solides. Donc, il faut aussi, disons, une sorte de, des vigilances et des spontanéités des chercheurs qui ne doivent pas trop dépendre, disons, des orientations, de façon unilatérale des orientations de la communauté de l'Union européenne, mais aussi qui fassent des propositions. Des propositions, vous le disiez, Karine Daniel évoquait les publications. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est finalement à qui servent ces publications? Est-ce que les États, une fois qu'un projet a été financé par l'Union européenne, elles utilisent vraiment les recherches que vous avez faites, notamment dans ce cas-ci sur les monnaies complémentaires? Voilà, ça c'est le vrai problème et l'avenir nous dira. Il faut évidemment que les bonnes pratiques et aussi les bonnes théories soient effectivement disséminées et soutenues au niveau de l'Union européenne. En tout cas, c'est le but explicite de ces projets que je vais vous mentionner, DigiPay for Cash. Merci beaucoup Massimo Amato d'avoir été avec nous lors de cette soirée électorale. On rappelle, vous étiez en direct de l'Italie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je le rappelle, @EuradioNantes ou @EuradioEP2014 pour nous faire suivre tous vos commentaires. Election Night on EU Radio Nantes and Radio Fidélité. Nous partons maintenant à Malte où nous avons Peter Ajus. Ah non, on me fait signe que nous allons d'abord passer par l'Irlande où nous avons Grace O'Sullivan qui est avec nous. Elle est environnementaliste reconnue et également candidate pour les Verts au Parlement. Good evening. Good evening. Good evening, Grace. How were the European election in Ireland? Well, I'm at the Count Centre now in Cork in the south of Ireland, and it's very exciting. The count is taking place, but the first announcement will be made this evening at 10 o'clock. And then they expect that the count will go through tomorrow, all day tomorrow, and possibly on Tuesday. So there's a lot of excitement here. Is it true that we close the polls in all the boxes till tomorrow because it's Sunday like everywhere in Europe, and that we will have to wait for tomorrow to have the exact results? Not at all. In Ireland, we are counting. The count is actually happening at the moment. It's been happening since 9 a.m. this morning. So the count is happening. The first announcement will be made tonight. And then they expect one candidate will receive the quota tonight, and they'll announce that at 10 o'clock. And then tomorrow they will count all day and possibly Tuesday. So in Ireland we're very excited because the Green Party has made quite a revival in the local elections. So a number of local councillors have been elected throughout Ireland. So there's a really good sense that the Green Party is showing signs of revival here in Ireland. And can we feel the difference between Dublin, the north of the country, and the south in Ireland in the results? Well, at the moment, the Green Party candidate, Eamon Ryan, who's the leader of the Green Party, he's looking to take a seat in the Dublin constituency. So that's very, very exciting. So around the country, this time, the voting is quite unusual. It isn't following normal trends. So it really will, in terms of the European elections, it will really start to become apparent tomorrow
what's going to happen. But by all accounts, the analysts are saying that it isn't following the normal patterns. Thank you very much, Grace O'Sullivan, to have been with us. I will just translate some of your words. Comme on le disait, Grace O'Sullivan est une environnementaliste. Elle espère évidemment que pour les Verts, ça se soit bien passé du côté de l'Irlande. Évidemment, ses pronostics sont plutôt optimistes. Si je lui posais la question de savoir si aujourd'hui les urnes restaient scellées du côté de l'Irlande, c'est parce qu'il y avait une rumeur qui circulait en disant que, comme c'était dimanche, les Irlandais n'allaient pas ouvrir les urnes, qu'ils allaient attendre demain, lundi, pour nous donner les résultats finaux. Grace O'Sullivan a prétendu le contraire. Elle disait que c'était totalement faux, que donc on aurait les premiers résultats dès ce soir, comme dans le reste des États de l'Union européenne. Les résultats officiels du Parlement européen seront dévoilés à 23h, on le disait en début d'émission, Anthony, mais évidemment nous aurons des projections, des estimations et évidemment des taux de participation. Les taux de participation, on les rappelle d'abord au niveau européen, en France, on va commencer à être chauvin. 43% pour l'instant de taux de participation, 35% à 17h, mais 43% à l'heure où je vous parle. En Allemagne, le bond est encore plus spectaculaire car la participation est de 25% à 14h quand elle était de 20% seulement en 2009. Une hausse également de la participation en Allemagne, tout comme le Portugal, la Croatie également. Seuls les Tchèques qui se rendaient aux urnes vendredi et samedi pour élire leurs 21 députés n'ont été au total que 20% à le faire. Donc pour l'instant, c'est vrai, une participation en hausse sur une bonne partie des pays européens, et y compris dans la région ouest. Je vous donnais les chiffres il y a encore une demi-heure, je vous les redonne sur toute la région ouest. Bretagne, 38,4% de participation à 17h, Poitou-Charentes, 36,7%, et les Pays de la Loire, 37,2% de participation à 17h. Pour la Loire-Atlantique, palme civique avec 40% de participation à 17h pour ces élections européennes. Je vous propose, Anthony, qu'on lise quelques tweets avant de redonner la parole à Arnaud Leclerc, qui va également venir nous donner certains de ces chiffres. Alors, je vous le lis en direct. Le NPD gagne un siège au Parlement européen, donc ce serait du côté de l'Allemagne. Source, donc, un journaliste, Stéphane De Vries. Et en Autriche, net poussé de l'extrême droite, le Parti de la Liberté, FTO, obtiendrait la 3e place avec 19,90%. Du côté de la Lettonie, seulement 30% de participation. Et de votre côté, Arnaud Leclerc? Alors, beaucoup de chiffres qui viennent sur les différents pays européens. Alors, peut-être on peut le dire d'abord, estimation pour l'Allemagne, la CDU est très nettement en tête, avec 37%, loin devant le SPD, 27,5%. La surprise attendue d'ailleurs, c'est l'Alternative für Deutschland, le nouveau parti anti-euro qui fait 6,5% et qui donc va avoir des élus, puisqu'en plus le seuil pour participer à la répartition a été descendu à 3%. Die Linke, le parti de gauche radicale, fait 7%. Les Verts obtiennent un bon score à hauteur de 10%, et confirmation que le parti centriste libéral, le FDP, s'écroule. C'était déjà le cas aux législatives, et c'est confirmé, puisqu'il est juste sur le seuil de 3%, donc il faudra attendre le résultat définitif pour savoir s'il lui reste un seul député européen. On a aussi des résultats un peu similaires en Autriche. La droite, donc EVP, fait 27%, loin devant le parti de gauche SPÖ à 24%. L'extrême droite fait 20% dans ses estimations, avec des participations qui sont en hausse là aussi. Côté Bulgarie, à nouveau une participation relativement faible de 32%. Là aussi, le PPE est nettement en tête, 28,4%. Le PS fait 21% et le parti centriste fait 15%. Il y a des scores également intéressants du côté de la Grèce qui sont complètement dans l'autre sens cette fois-ci. Le parti de gauche radicale d'Alexis Tsipras, Syriza, fait entre 26 et 30%, alors que la Nouvelle Démocratie, qui est PPE, fait entre 23 et 27%. Le parti d'extrême droite Obdoré fait entre 8 et 10%, et le PASOK, Parti Socialiste, fait lui entre 7 et 9%, ce qui est une contre-performance considérable. Pays-Bas, on avait eu des estimations qui avaient été données très tôt, puisqu'ils votaient les premiers confirmations. Le parti de CDA du PPE donc fait 15%, le parti socialiste fait 9%. Il y a deux partis qui représentent les centristes aux Pays-Bas, et ces deux partis font des forts scores, 15,6 pour D6 et 12,3 pour VVD. Enfin, l'extrême droite fait 12%. C'est donc plutôt une contre-performance pour l'extrême droite qui va baisser considérablement en raison des Pays-Bas. Merci beaucoup Arnaud Leclerc pour toutes ces précisions. On repart du côté de Bruxelles.